Table ronde numéro 2. Table ronde numéro 2, j'ai un projet. À qui je m'adresse? On va parler des gens, des bonnes personnes à qui les portes auxquelles vous pourrez toquer si vous avez une idée, un projet. 45 minutes avec Pascal Auger, Dorian Joulier, Adeline Douchet, Olivier Hermine, Gabriel Dumy, Aïd Oufella, Stéphanie Lefebvre et Damien Marchal, dont on parlait tout à l'heure. Vous pouvez me rejoindre avec un micro chacun. N'oubliez pas de bien mettre le micro sous le menton, je le précise, à la de Chavannes, pour les quarantenaires et plus qui se souviennent qui était Christophe de Chavannes. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour. Voilà, la scène est à vous. À tout à l'heure dans 45 minutes. Bien, bonjour à tous. Donc, on va tenter de répondre à cette question. J'ai un projet, à qui je m'adresse? Je suis Damien Marchal, je suis le vice-président valorisation de l'Université Paris-Cité. Et quand on regarde la création d'une entreprise, en tout cas quand on porte une innovation progressivement vers le marché, il y a pour chaque projet un très grand nombre de spécificités. Des spécificités qui sont liées à la maturité du projet, des spécificités qui sont liées à la maturité de la technologie, la maturité de l'équipe, l'envie de l'équipe d'accompagner. Est-ce que l'équipe scientifique souhaite basculer dans l'entreprise, souhaite accompagner scientifiquement l'entreprise? Il y a des spécificités liées au domaine scientifique. C'est pas la même chose de mettre un médicament sur le marché que de fabriquer une batterie innovante. Et puis, il y a des spécificités de temps pour arriver au marché. Il y a des innovations qui arriveront au bout de 10 ans, d'autres qui pourront arriver plus vite. Et finalement, face à chacune de ces spécificités, il y a en face une multitude de propositions de valeur qui sont proposées par les acteurs pour pouvoir répondre et vous accompagner au mieux dans les histoires d'innovation. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. J'ai un projet à qui je m'adresse et pour ça on a la chance aujourd'hui d'avoir autour de la table deux acteurs qui peuvent répondre à vos questions sur l'accompagnement que sont Pascal Auger, directrice de l'INSERM Transfert. Merci Pascal d'être là. Stéphanie Lefebvre, qui est la directrice adjointe de l'incubateur pépinière Paris Biotech Santé. Et puis nous avons la chance d'avoir trois entrepreneurs, Avid, Dorian et Gabriel, qui vont pour chacun vous parler de leur projet. Avid, c'est plus un projet de biotech. Dorian, tu es plus sur un projet de cleantech, où je crois que tu étais doctorant dans un laboratoire de l'Université Paris-Cité et tu as même embarqué ton directeur de thèse pour monter la start-up derrière. Gabriel, je crois que tu as construit ton projet en étant passé comme doctorant aussi dans notre université, ce qui t'a donné une idée de ce qu'était la recherche et tu nous raconteras aussi. Et puis Afid, je crois que vous êtes professeur, médecin, chercheur et peut-être qu'on va commencer par vous, où vous pouvez nous raconter votre projet, raconter votre histoire entrepreneuriale et surtout essayer de nous dire comment vous avez réussi à répondre à cette question. J'ai un projet et à qui je me suis adressé ou à qui j'aurais dû même m'adresser. Ok, merci de m'avoir invité, bonjour. Donc moi je m'appelle Afid Oufella, je suis cardiologue de formation, je suis professeur de médecine à Sorbonne Université et j'ai un double parcours, donc je fais de la recherche et je suis directeur d'une équipe INSERM qui est au parc HEGP, donc Berger Paris Cité. Et moi, mon projet entrepreneurial, il part finalement de mes problématiques de recherche, puisque depuis 20 ans, je m'intéresse aux acteurs de la réponse inflammatoire et à l'immunologie dans les maladies cardiovasculaires. J'essaie de comprendre quelle cellule est impliquée dans des processus comme par exemple l'infarctus du myocarde et quels sont ses effets toxiques ou protecteurs. Et en fait, il y a quelques années, donc, on a identifié une population qui était très toxique dans des modèles d'infarctus chez la souris. Et les résultats étaient intéressants. Donc on avait breveté ces données avec INSERM Transfert, mais somme toute, ce n'était pas le premier brevet que j'avais fait avec INSERM Transfert. On avait déposé plusieurs brevets depuis quelques années avec des collaborateurs, puisqu'on avait la chance de voir que notamment Mathieu Collin interagissait avec les unités INSERM. Et comme on avait des données intéressantes, on avait discuté sur la capacité à évaluer ces données sur des modèles plus proches de l'homme. Donc en fait, on était allé essayer de lever une enveloppe d'un proof de concept qu'on appelle COPOC, qui sont des sommes importantes pour essayer de voir si notre stratégie de ciblage de cette population toxique était vraie dans un modèle d'infarctus chez le cochon, ce qu'on ne fait jamais parce que moi je travaille chez la souris et le cochon c'est un tout petit peu plus grand que la souris. Et donc on a eu un financement par INSERM Transfert de cette approche et qu'on a fait à l'école vétérinaire.
Et ce qu'on a montré, c'est que les résultats, là, quand on enlève cette population toxique avec des anticorps, parce que c'est aussi le domaine sur lequel on travaille, c'est des approches anticorps médiées, on avait des résultats extrêmement positifs. Et en fait, c'est la première fois que j'avais des données sur un modèle très pertinent proche de l'homme, thérapeutique, et c'est là où je me suis dit peut-être que finalement ça vaut le coup d'aller vers une approche translationnelle, parce que quand même il ne faut pas se mentir, quand on est chercheur et quand on est médecin, le Graal c'est la thérapeutique. D'accord ? Les concepts, c'est de se dire est-ce qu'un jour je peux faire un médicament ? Et en tout cas, les données étaient suffisamment fortes et convaincantes, parce que ça c'est la première adage à retenir, c'est qu'il faut que vous soyez certain de ce que vous faites. Si vous n'y croyez pas, personne n'y croira pour vous. Et à ce moment-là, je pense que c'était assez fort dans ma tête pour dire on va tenter l'aventure. Alors l'étape d'après, c'est quand vous voulez tenter l'aventure, vous avez différentes approches. Soit vous contactez des gens pour créer l'entreprise pour vous, soit vous dites non, moi je veux créer mon entreprise pour aller au bout, et moi c'était plutôt la deuxième approche, et donc j'ai contacté un de mes anciens étudiants. Et ça aussi, un deuxième message fort, c'est qu'on peut travailler avec des gens qui ont été vos étudiants ou vos collaborateurs, qui avaient un parfait profil pour moi, puisqu'il était pharmacien de formation et qu'il avait fait l'ESSEC. Donc un parfait profil entrepreneurial. Donc je lui ai parlé de ce projet, il a réfléchi 2 secondes peut-être, et il a dit OK. Et il dit il manque un 3e profil, donc on a été recruter un 3e profil de quelqu'un qui est plus opérationnel, business pur, et on a créé un groupe de travail pour créer une start-up. Donc ça c'est le 2e message, je trouve, le plus fort que je voulais faire passer aujourd'hui. Si vous voulez créer une entreprise, une société, une start-up, il faut des gens, et il faut des gens de qualité, des gens en qui vous croyez, qui croient en vous, et ça pour moi c'est vraiment le truc le plus important que j'ai appris dans ce processus, c'est les gens. Et si vous avez des gens de qualité, votre portrait marchera. Si vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas et en qui vous ne croyez pas, ça ne marchera jamais. Et donc ensuite on est rentré dans un programme, donc le PPE, là, le parcours d'accompagnement pré-entrepreneurial d'Inserm Transfert. Donc ça c'était intéressant parce que c'était une approche qui nous a permis d'améliorer la granulosité de notre projet. Ça veut dire on avait une idée, enfin enseignant, chercheur, médecin, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Et on se rend compte que finalement, quand vous allez dans le processus comme ça entrepreneurial, il faut clairement affiner un certain nombre de processus qui sont votre marché, la propriété intellectuelle, la compétitivité, la compétition. Et donc ce parcours, d'abord en petits groupes de travail et puis ensuite avec un certain nombre d'experts dans différents domaines, nous a aidés. Et on a créé en janvier 2021 donc Polygone Therapeutics, donc qui est une société qui développe des stratégies immunomodulatrices basées sur les anticorps dans les maladies cardiovasculaires. Et donc voilà, donc c'est une aventure géniale. Moi, je trouve ça génial parce que vous êtes dans un environnement qui est très différent. Ça, c'est le 3e message. Moi, j'aime bien donner des messages. Et le 3e message, c'est l'environnement et l'écosystème des startups. C'est un monde qui ne ressemble à rien d'autre. Quand vous rentrez dans ce monde, il faut apprendre le logiciel. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui parlait du champ lexical. C'est exactement ça. Moi, il y a des mots que les gens utilisaient, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et donc, il faut s'approprier les termes pour parler le même langage et ensuite aller dans la bonne direction. Et puis, il faut s'entourer d'experts. Je veux dire, même si vous n'êtes pas trop mauvais, comme disait tout à l'heure notre collègue chirurgien, il faut des gens qui soient de l'environnement proche ou loin pour vous conseiller. Donc il faut des experts de propriété intellectuelle, il faut des experts en sciences, il faut des experts en financement. Et c'est la seule manière en fait de voir un projet au départ embryonnaire devenir une belle société. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais on est donc en train de développer un médicament à partir d'un des projets. On est déjà au stade où on a déjà un candidat qui va bientôt être validé. Donc en 1 an et demi, on est allé très vite et c'est cool, quoi. Vous anticipez ma question de finale en disant la suite du projet. Bon, on en reviendra tout à l'heure. Pascal, j'ai entendu plein de fois Inserm Transfert. Donc l'Inserm Transfert est une vraie offre de valeur à forte compétence pour les projets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du PPE, le fameux PPE, et comment surtout on rentre dedans, comment on y a accès, et puis peut-être aussi de l'offre globale d'Inserm Transfert. D'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à être là. Alors, je fais partie des anciens doctorants. Alors, à l'époque, c'était Paris 5. Ça fait 25 ans, ça fait même un peu plus. Mais j'aurais rêvé à cette époque-là d'avoir l'opportunité de pouvoir assister à ce genre de choses. Ça n'existait pas à l'époque, mais comme quoi ça n'empêche pas de venir au monde de la start-up. Donc, alors, Inserm Transfert, donc on est la filiale de valorisation de l'Inserm. On est 100% dédié à la santé. Ce qui veut dire qu'en interne, on a des gens qui sont des professionnels de ce monde spécifique de la santé et aussi, évidemment, associés à la valorisation et en particulier à la création d'entreprises.
INSERM Transfert accompagne la création d'entreprises depuis ses débuts, c'est-à-dire avec un fonds d'amorçage qu'on a créé il y a très longtemps, en 2005. Et puis en 2017, on a décidé qu'il fallait vraiment renforcer l'accompagnement du chercheur très en amont pour mieux les aider à structurer leur programme de création d'entreprise. Et donc on l'a fait, on l'a appelé le parcours pré-entrepreneurial. Et ça, l'idée, c'est d'aller chercher très tôt, d'aller discuter très tôt avec les chercheurs quand l'idée de créer commence à les titiller. Alors le projet n'est pas encore là, il n'est pas forcément mûr et tout, mais ils ont ça dans la tête. Et l'idée, c'est de les accompagner avec deux prismes majeurs. Donc le premier prisme, qui est extrêmement important. On sait que 4 causes d'échec sur 5 des entreprises, c'est le non-alignement, c'est l'équipe. Donc il y a un vrai travail avec les porteurs de projets. Et l'idée, c'est d'en faire ce qu'on appelle, nous, les fondateurs ou fondatrices éclairées. Et là, l'idée, c'est pas forcément d'en faire des chefs d'entreprise, mais par contre des gens qui vont être capables de travailler avec une équipe, avec des gens du business, avec des gens de la finance, avec des gens de la production, avec des gens du développement, et pouvoir construire des alignements stratégiques qui vont évoluer dans le temps, et du coup garder ce rôle de fondateur, mais aussi d'actionnaire d'une entreprise à terme, parce qu'ils seront actionnaires à un moment de quelque chose qui sera peut-être plus éloigné de leurs préoccupations d'origine, mais ils sont là, et c'est critique d'être avec eux et d'avoir cette force avec eux. Et puis le deuxième axe qui nous semble très important, en particulier dans le domaine de la santé, c'est qu'il y a une très grosse différence entre emmener un projet en clinique et construire un projet d'entreprise. Et ça, au début, c'est pas si facile que ça à bien sentir. Au-delà de ça, évidemment, on travaille, et Nicolas Dufourcq le disait tout à l'heure, dans une logique 360 autour des projets. Donc on regarde la différenciation de l'innovation, le côté marché, le go-to-clinique, comment on va pouvoir réfléchir à un go-to-clinique un peu sioux, le côté plan de financement, évidemment, qui sont des étapes critiques. Et puis, dans des domaines de type plutôt dispositifs médicaux ou santé digitale, c'est quoi le cas d'usage? Qu'est-ce qui va être crédible à la fin? Parce qu'on est tous conscients que ce qu'il faut, c'est apporter un produit ou en tout cas une solution pour un groupe de patients. Donc voilà ce qu'on fait. Et peut-être sur la vision un peu plus large, puisque c'était ce que tu voulais, comme le disait Afid, donc on source l'envie de créer des chercheurs, des chercheuses, des cliniciens, des cliniciennes, mais on source aussi potentiellement des innovations. Et là, l'idée, c'est on s'assoit avec les gens. Donc, on a une équipe dédiée en interne à INSERM Transfert qui s'assoit avec les chercheurs, qui les écoute parler de leur science et puis qui se dit, tiens, peut-être que là, le petit fil de la pelote de laine, on peut commencer à essayer de le prendre, de l'allonger et de tisser quelque chose. Et puis, la première fois, ça marche peut-être pas si bien. Ça va être donné un brevet, mais on va pas réussir derrière forcément. Et puis, on recommence une deuxième fois. Et c'est comme ça qu'on travaille les histoires et aussi qu'on travaille le fait que les gens comprennent mieux ce que c'est que la valorisation et on avance. Donc on a une équipe dédiée pour le sourcing, on va consolider derrière avec de la protection et la protection ne vous empêche pas de publier, ça c'est un élément capital, y compris quand vous êtes jeune et quand vous avez besoin de publier. C'est pas parce que vous avez déposé un brevet que vous allez être bloqué pour votre publication, il faut juste le faire dans le bon sens, mais c'est tout. Donc, et là, l'idée, c'est de faire des portefeuilles de brevets très robustes, parce que demain, il faut passer à la fourche codine de la due diligence d'un investisseur ou de qui que ce soit d'autre. Et là, croyez-moi, ils rentrent dans le dur. Hein. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire des brevets solides, et puis derrière, de travailler, et on le fait très collectivement en ce moment, depuis plusieurs années, avec l'Université de Paris, avec CNRS Innovation, avec la Saterganeo et avec d'autres acteurs, ce qu'on appelle la preuve de concept. Alors aujourd'hui, le terme consacré en France, c'est prématuration-maturation. À l'international, vous retrouverez le terme proof of concept tous les jours. Et ça, on le travaille collectivement. Et on le travaille collectivement parce qu'on a besoin des compétences de tous, qu'on a besoin du financement de tous. Et donc, il y a l'enveloppe interne que nous avons avec l'INSERM qui s'appelle le COPOC, donc pour la preuve de concept, comité preuve de concept. On n'a pas inventé grand-chose en termes de design. Et puis, on a toute la réflexion avec l'Université de Paris citée sur la prématuration, avec la Saterganeo ici en Ile-de-France pour la maturation, mais avec nos autres partenaires SAT ailleurs en France, puisqu'on est, nous, pas uniquement sur la région parisienne, hein, on est national, et puis avec CNRS Innovation. Et on a construit aussi tout un réseau de travail en commun. Je pense que
Stéphanie y reviendra quand elle parlera du SIA, mais on a travaillé avec CNRS Innovation sur la partie Human Health Startup Factory pour consolider et amplifier l'accès des startups au fonds French Tech Seed de BPI, qui était là tout à l'heure et qui aurait pu nous en parler aussi. Et puis on a accentué ce travail-là dans la logique de continuer et approfondir le travail qu'on fait déjà dans le cadre des SIA, où on travaille plus particulièrement effectivement la sensibilisation des chercheurs, des étudiants. J'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis le mentoring, puisque c'est une voie importante pour nous, être capable, au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui, donc le parcours pré-entrepreneurial, les rencontres du parcours entrepreneurial dont Afid a parlé, où on fait venir des externes, des CEO, des VC. On a beaucoup de relations aujourd'hui avec les VC pour qu'ils viennent nous aider et accompagner ces entrepreneurs pour mieux structurer. Et aujourd'hui, on travaille un axe nouveau qui est l'axe du mentoring pour là encore plus accompagner ce qui est fait par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un de très pratique, très pragmatique. On veut vous contacter, on fait comment? Alors, entrepreneuriat@inserm-transfert.fr ou pascal.auger sans accent @inserm-transfert.fr ou pauline.solignac @inserm-transfert.fr. Et elle est là, Pauline, si vous voulez la voir. Super, merci. On va sortir de la biotech pour aller sur la clean tech, comme on dit. Et donc, on va s'intéresser à un projet qui a une différence assez fondamentale par rapport à la biotech, c'est qu'on n'est pas sur un médicament avec toutes les phases cliniques à développer, on est sur la fabrication d'un objet qui n'est pas un petit objet qui tient sur un coin de paillasse de laboratoire, qui est un gros objet que je crois qu'il y a besoin d'une grosse salle pour pouvoir être développé. Et donc, Dorian, je vais te laisser raconter ton histoire, ton projet et finalement comment tu as fait pour répondre à cette question. J'ai un projet à qui je m'adresse. Ok, très bien. Alors, en fait, je suis arrivé dans le projet Carboneo, qui s'appelait pas Carboneo à l'origine. Ce projet, il a commencé en 2012. Moi, je suis arrivé en 2018 en tant que doctorant du professeur Marc Robert. Et donc, en fait, de 2012 à 2018, Marc avait déposé déjà 4 brevets sur des catalyseurs permettant de transformer du dioxyde de carbone en monoxyde de carbone à l'aide d'électricité. Enfin, en gros, on faisait de l'électrolyse. Et donc moi je suis arrivé en thèse, dès les 6 premiers mois on a réussi à développer une première cellule à flux qui nous a permis de déposer un nouveau brevet, cette fois sur la machine en elle-même. Et donc en même temps justement que le brevet on a pu publier dans Science, Nature et pas mal d'autres grands journaux. Et donc suite à ce brevet final, on a réussi à obtenir un budget de maturation de la SAT Erganeo, donc qui nous permet aujourd'hui de concevoir et de produire nos premiers prototypes de laboratoire à échelle pré-industrielle. C'est-à-dire que à l'origine, en 2018, on travaillait sur du 1 cm² d'électrode, donc c'est la taille de votre pouce en gros. Et aujourd'hui, on a 3 prototypes qui sont soit construits, soit en construction, qui font 400 cm², donc 400 fois plus grand, 2500 cm² et 1 m². Donc ce 1 m², il pourrait transformer 6 tonnes de CO2 par an, donc c'est déjà énorme. Et l'objectif de Carboneo, c'est d'arriver jusqu'à du 500 m², qui pourrait justement transformer des milliers de tonnes de CO2 par an. Voilà, c'est à peu près tout le projet. Là-dessus, la SAT Erganeo et l'Université de Paris nous ont énormément aidés. C'est-à-dire que non seulement on a eu le budget de maturation de la SAT Erganeo, mais en plus de ça, l'Université de Paris nous a permis de faire à la fois Deep Tech Founders, donc qui est un programme de mentoring et de formation pour les fondateurs de start-up. On a aussi pu faire pas mal d'autres formations. Et en plus de ça, Marc, qui lui justement a voulu rester dans la recherche, peut maintenant être directeur scientifique de Carboneo via le concours scientifique. Donc ça lui permet de donner 20% de son temps à la start-up, ce qui est quand même très appréciable, surtout pour nous, parce que justement ça nous aide et ça nous maintient un lien avec l'Université de Paris qui nous permet justement d'avoir accès aux brevets que Marc a déposés avant, aux brevets qu'on a déposés aujourd'hui et aux futurs brevets qui sont soit Université de Paris, soit Carboneo seul. Et donc là justement on développe réellement cet électrolyseur et on va arriver bientôt à quelque chose qui est vraiment concret et donc c'est très satisfaisant ce moment. On l'attend avec impatience. C'est ce que tu disais, toi tu es arrivé sur
la partie finale, finalement, de cette partie de recherche avant l'idée de se dire si on peut arriver au marché. Il faut savoir qu'en fait, cette histoire, je peux me permettre de le dire, c'est plus de 20 ans de recherche en amont, de recherche fondamentale, qui ont permis d'arriver à des premières preuves de concept qui ont été, je crois, maturées 2 fois par la SAT. C'est ça, ouais. Avec un nombre de brevets qui ont été à chaque fois construits, qui ont renforcé la technologie et qui ont fini d'aboutir à ça. Le message, finalement, c'est que vous avez des acteurs qui peuvent vous accompagner sur le long terme, qui vous accompagnent juste pendant 6 mois, qui peuvent vous accompagner pendant les 10 ans du développement d'une technologie ou les 10 ans des premières phases cliniques d'un médicament. Ces acteurs-là ont les capacités de vous suivre, de vous accompagner, de trouver les relais ensuite pour vous aider à avancer dans votre projet. Alors, effectivement, si vous êtes le thésard, vous allez suivre ça pendant 3-4 ans et vous allez pouvoir partir dans l'histoire si elle est assez mûre. Et puis sinon, on pourrait peut-être revenir dans l'histoire. Mais si vous êtes le chercheur, c'est souvent votre recherche que vous portez pendant longtemps. Donc Erganeo a cette capacité-là de pouvoir faire aussi du dépôt de brevets, de la protection industrielle, de la maturation et de l'accompagnement pour la création de start-up. C'est donc un des acteurs auxquels vous pouvez vous adresser comme d'autres acteurs de l'université. Donc le plus simple pour joindre Erganeo, soit vous allez sur le site, soit sinon vous passez par les relais de valorisation que nous avons dans l'université. Donc pour la faculté de sciences, nous avons Fabien Liéval. Vous retrouverez son mail aussi sur le site de l'université dans la page liée à l'innovation. Et vous avez aussi Iman Ajar pour la partie santé et bien sûr INSERM Transfert aussi qui est présent ici. On va passer maintenant, on va revenir sur les bibliothèques et on va passer à toi Gabriel. Donc de même question, raconte-nous ton parcours et puis raconte-nous en quoi tu as trouvé peut-être une réponse à cette question à qui je m'adresse. Merci. Bonjour à tous, donc je représente Colibri aujourd'hui. Donc nous, on fabrique des bioréacteurs, des machines qui font pousser des cellules, et on le fait en utilisant en fait des ondes acoustiques et d'autres procédés physiques qui permettent de manipuler et d'améliorer la pousse de ces cellules au long des procédés de bioproduction modernes. Et en fait, cette idée, qui a l'air assez folle, elle est partie donc de mon expérience personnelle qui est relativement longue en laboratoire, dans l'académie, donc que ce soit ici à Paris ou à Cambridge, à Lyon, à Grenoble, ou dans des laboratoires industriels, à Boston, toujours à Lyon encore une fois, et en Italie. Et en fait, avec le constat assez récurrent qu'il y a énormément de potentiel dans le multidisciplinaire, donc c'est pas nouveau, en France on en parle depuis longtemps, mais notamment dans tout ce qui va être l'application des méthodes physiques ou chimiques à des procédés biologiques très particuliers. Moi, j'adore la biologie, mais j'ai toujours détesté m'occuper des bactéries, des cellules, devoir les nourrir et compagnie. Donc, j'ai toujours fabriqué des appareils pour mes amis biologistes, que ce soit des microscopes qui exploitaient des champs électriques pour bien aligner les cellules sous l'objectif, ou des méthodes acoustiques, magnétiques pour pouvoir trier des cellules parce qu'elles étaient intéressantes, parce qu'elles étaient malades, pour pouvoir les purifier, les faire pousser, etc. Et en fait, c'est sur la base de ces méthodes et de mon doctorat, donc qui s'était passé dans un environnement très changeant, limite entrepreneurial on pourrait dire, que je suis arrivé à la réalisation que ce qui m'intéressait c'était la création, et la création de machins très technologiques et très pertinents. Et en ayant parlé avec beaucoup d'acteurs, la constatation qu'il y avait un gros manque dans le monde de la bioproduction moderne, anticorps, thérapie génique, cellules souches, afin d'atteindre des niveaux vraiment industriels et que ces thérapies ne soient plus limitées à quelques cas d'études où les coûts de production sont tout bonnement exorbitants. Et parti de ce constat, en fait, il a fallu en fait un voyage intérieur assez long, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, pour savoir qu'on n'est pas capable de le faire tout seul. Donc ça a été répété aujourd'hui, mais c'est très dur. Et donc je me suis mis en quête d'un associé ou d'une associée pour pouvoir réaliser tout ceci. Et j'ai rejoint un programme qui s'appelle Entrepreneur First. Il y en a plein du même genre, mais en fait ce sont des programmes qui permettent de matcher des profils très technologiques avec des profils complémentaires, orientés business, orientés marché. Et donc c'est à l'issue de ce programme qui est très dur que j'ai pu trouver quelqu'un qui partageait justement ma vision mais aussi mes valeurs. C'est aussi ça le plus important, comme vous l'avez dit, quand on crée une équipe fondatrice, c'est pas votre ami, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez passer 6 mois, c'est presque un mariage, parce que vous allez construire quelque chose qui doit être solide, donc vous allez probablement partager 10 ou 15 ans de vie commune, et il faut pouvoir résister à des crises surtout. Et donc une fois qu'on s'est trouvé, on avait notre business case, on était très contents, mais quand on veut aller vite, être 2, c'est pas suffisant. Et donc là, on s'est rapproché donc, de l'incubateur Paris Biotech Santé, afin de pouvoir se greffer à un écosystème qui est l'écosystème parisien et qui est très solide justement quand on veut faire de la biotech. Et que ça soit par le suivi que Paris Biotech propose, donc un suivi mensuel, on va discuter bien évidemment de problématiques stratégiques, où vous en êtes, le développement et compagnie,
mais aussi avoir une oreille juste pour parler de problèmes beaucoup plus terre à terre et qui peuvent effrayer justement quand on est chercheur. Comment je vais gérer les nouveaux arrivants, comment on fait, je ne sais pas moi, une roadmap financière, comment je peux convaincre un investisseur qui a 40 ans de bouteille que moi, primo-entrepreneur, qui veut faire une machine magique, je vais y arriver. C'est toutes ces questions pour lesquelles Paris Biotech Santé nous a beaucoup aidés, et notamment aussi l'accompagnement via d'autres mécanismes comme SIA, Deep Tech Founder ou même Wilco pour la ville de Paris. Toutes ces choses, c'est vraiment un écosystème dont on est riche en France et qui peuvent en fait pallier à toutes les peurs qu'on a qui sont naturelles. Quand on est un individu, quand on est un chercheur, quand on a l'habitude de vouloir trouver la vérité dans la science et dans la technologie, on a peut-être tendance à donner beaucoup d'importance justement à ces problématiques-là, mais ces problématiques, on peut les répondre, on peut les résoudre, pardon, en allant justement voir ce genre d'acteurs. De nouveau, j'ai entendu de nombreuses fois Paris Biotech Santé et l'offre de services que vous offrez. Donc, j'ai une petite question, parce que vous avez déjà créé votre entreprise quand vous êtes allé à Paris Biotech Santé. Stéphanie, tu vas nous raconter comment se passe ce programme. Mais il y a besoin déjà d'avoir créé son entreprise pour pouvoir rentrer dans ces programmes-là, ou est-ce que vous êtes déjà en capacité de faire réfléchir l'entrepreneur ou le futur entrepreneur sur ce type de chemin que nous a raconté Gabriel ? Non. La société n'a pas besoin d'être créée. Ce n'est pas un critère de sélection. Je pourrais revenir un petit peu plus tard sur ces critères-là. Et c'est vrai que Gabriel est arrivé avec Amélie, mais de la même manière, Gabriel aurait pu arriver tout seul. C'est-à-dire que ce qu'il a pu trouver dans ces programmes qui ont permis d'anticiper, et ce qu'a pour ambition aussi le PPE, c'est de pouvoir, et le SIA, c'est de pouvoir tester cette relation avec un CEO ou un futur partenaire. Ça, c'est très très important. Ça fait partie de l'éclairage, en tout cas d'Inserm Transfer dans ce programme de fondateurs éclairés. Et pour Paris Biotech Santé, ça peut être aussi le cas, c'est-à-dire qu'on peut, une des missions que l'on a, notamment à travers les réunions mensuelles que tu as évoquées, c'est effectivement de pouvoir identifier ces personnes. Donc vous pouvez arriver avec une équipe, mais le plus souvent possible, ce sont des personnes isolées. Et donc il faut non seulement protéger un certain nombre, autour de ce programme, il faut vraiment protéger l'ambition de ceux qui rentrent dans ce type d'aventure-là. Donc c'est vraiment fondamental pour ça. Paris Biotech Santé a cette offre de service, mais aussi une offre de service plus large. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'incubation, de la pépinière ? Et je crois même que vous étendez au niveau géographique, si j'ai bien compris. Oui, alors sur ce qu'a évoqué Gabriel, donc il y a effectivement ces programmes individuels qui existent depuis maintenant quasi 20 ans dans l'incubateur. Et puis on a effectivement mis en place des programmes d'action collective qui permettent à des gens qui sont de toutes petites équipes de confronter et de construire leur business plan pour aller vers un premier financement ensemble, en cohorte. Donc ça, c'est très important, ces programmes. C'est toute l'ambition de ce programme financé par BPI France. C'est de continuer à ce que l'isolement soit définitivement rompu et que les premiers réseaux se créent. Donc ça, c'est très important pour nous. Et puis, vous avez aussi des parcours de croissance, puisqu'on n'oublie pas aussi que l'idée, c'est d'accélérer et donc d'anticiper les savoirs à chaque étape. Et ça, c'est fondamental et c'est très motivant que de pouvoir leur dire, ben voilà, vous voulez aller sur le marché hospitalier, c'est pas simple. Ça demande un certain nombre d'expertises. Et également, vous avez des parcours pour aller sur les marchés internationaux où parfois on y va beaucoup plus vite qu'on ne croit. Donc il faut anticiper les choses tant sur le plan européen que sur le plan... voilà. Après, on a tout un système d'aide classique, d'aide d'accès aux aides publiques. Hein. Évidemment, ça c'est fondamental, et notamment les aides européennes. Donc voilà, ce sont des parcours à la fois pour ceux qui rentrent en incubation, mais également pour ceux qui, de l'ensemble du consortium, puisque effectivement on parle d'Inserm Transfer et Paris Biotech Santé aujourd'hui, mais c'est aussi avec l'Université de Paris, le RESA et la PHP qu'on a monté ce programme. Donc ça, c'est très très important de le savoir. Et voilà. Donc nous avons, pour ceux qui ont la chance effectivement de passer le stade d'incubation, c'est-à-dire en gros c'est quoi? C'est avoir un premier financement significatif
eh bien, il y a la possibilité de rentrer dans la pépinière Paris Santé Cochin. Donc, ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la joie de représenter nos 50 entrepreneurs, les 25 qui sont en incubateur, mais il y a aussi 25 sociétés dans la pépinière Paris Santé Cochin, toutes autour de la santé et de l'innovation, de la santé humaine et de l'innovation. Et donc là, à nouveau, vous avez effectivement des parcours dédiés. Ce sont des équipes plus constituées, mais qui ont toujours besoin, et c'est tout l'enjeu en fait et la réussite de ce programme, c'est que d'abord des gens comme Gabriel peuvent effectivement les rencontrer facilement, puisque ce sont des gens qui voilà, ont maturé leur projet et sont à la disposition des plus jeunes, je dirais. Donc ça, c'est important aussi de partager très vite et de façon assez efficace et rapide. Et puis, vous avez également cet environnement. Ça, c'est extrêmement riche. C'est vrai que nous avons près de 8000 m² de demandes par an pour une surface de 4000 m². C'est vrai qu'on a des laboratoires, on a effectivement des L2, ce qui manque beaucoup en Île-de-France, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce côté, je dirais, environnemental qui est « je suis proche des cliniciens, je suis proche des malades », pour qui tout le monde travaille finalement. Et je suis proche des chercheurs, et bien ça c'est très important pour pouvoir continuer d'accélérer son projet, et la proximité fait que c'est extrêmement riche, et pour tout le monde, pour tout l'écosystème, c'est riche. Même question, comment on fait pour vous contacter? Alors je vais faire comme Nicolas. Il faut que je vais donner mon numéro de portable. Ah. Donc, si vous voulez, plus sérieusement, vous allez sur notre site internet qui vient d'être refait pour justement accéder au formulaire, à un formulaire tout simple, que vous pouvez remplir. Donc, vous allez sur notre site internet, parisbiotechsanté.org, et plus directement, mon numéro de portable est le 06 63 34 45 02. Voilà. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des questions en ligne? Je ne sais pas comment on fait. Donc, alors peut-être je vais reposer une question à nos 3 entrepreneurs qui est, finalement, aujourd'hui vous avez la chance d'être devant BPI aussi, qui est un financeur important de l'écosystème. Petit 1, quelle est la prochaine étape pour vous? Et petit 2, donc peut-être des besoins de financement. Et petit 2, quelle est pour vous l'erreur ou la difficulté ou le conseil, enfin vous avez déjà donné 3 tout à l'heure, hein, mais le conseil principal pour des gens qui sont dans votre situation il y a 5 ans? Je ne sais pas, peut-être Afid, je vous laisse commencer. Non, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis mes collègues l'ont dit, je pense que l'erreur, c'est la mauvaise équipe. C'est comme au foot d'ailleurs. Donc c'est l'équipe, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est l'équipe. Et puis il faut aussi croire dans son projet. Après, il faut aussi garder à l'esprit que c'est beaucoup de travail. Hein. Je veux dire, on l'a aussi dit, c'est pas une promenade de santé, quoi. Je veux dire, parce qu'il y a énormément d'embûches, et les embûches, elles sont vraiment à toutes les étapes du projet. Soit elles arrivent, soit elles sont nécessaires, parce qu'en fait, passer les étapes, c'est ce qui fait que votre projet finalement tient la route et peut aboutir, parce qu'en face de vous, à la fin, vous avez des investisseurs. Les investisseurs sont des gens qui sont là pour évaluer le risque. Et parmi toutes les manières d'évaluer le risque, c'est la manière dont vous passez les obstacles. C'est aussi simple que ça. Donc pour passer les obstacles, il faut avoir une équipe solide. Merci. Gabriel? Eh bien, tout d'abord, nous, la prochaine phase, c'est de terminer notre levée de fonds en seed. Donc là, on fait une levée de fonds de 5 millions d'euros, qui nous permettra d'avoir des machines commerciales, donc d'ici 18 mois. Donc avis aux investisseurs. Et d'un point de vue erreur et conseil, en fait, je pense que le plus important, c'est, comme tout le monde l'a dit, c'est une aventure très dure, mais il faut oser et il ne faut pas avoir peur de se tromper. Et en même temps, admettre sa vulnérabilité, on va dire. En France, on a une culture de la recherche où il y a des chercheurs qui tractent à eux seuls, sans jamais se tromper, des tonnes de résultats. Dans la réalité, il faut pouvoir se tromper et admettre ses erreurs, admettre qu'on peut avoir du mal parfois aussi, s'ouvrir à ses associés et à ses collaborateurs. Parce que du coup, dans ce genre d'aventure, le plus important, c'est de pouvoir justement résister à toutes les crises que vous allez traverser, c'est mécanique. Et le soutien, dans ces cas-là, c'est vraiment une chose qui est vraiment cardinale. Merci. Dorian? Pour finir, nous aussi, on est en levée de fonds, donc avis aux investisseurs. Sauf
que nous, notre levée, elle est de 1,5 million d'euros. C'est un peu moins élevé. C'est pour obtenir justement notre premier démonstrateur pré-industriel qui serait capable de transformer 30 tonnes de CO2 par an. Donc déjà, merci à la BPI aussi pour toutes les aides auxquelles on a accès, donc à iLab, à Innov, French Texile, toutes ces choses-là. Et ensuite, en termes de choses à éviter, je pense que le plus important aussi, c'est d'accepter qu'on peut être naïf, soit quand on vient de la recherche, soit quand on vient de la finance. C'est-à-dire que, enfin, moi, en étant chercheur de formation, je savais pas vraiment ce que c'était qu'une entreprise, comment on gère tout ça, et donc j'avais besoin d'apprendre. Et donc c'est très important d'accepter qu'on a besoin de beaucoup de temps pour apprendre, qu'on a besoin de personnes pour nous apprendre, et il faut savoir se faire aider et vraiment chercher de l'aide partout, que ce soit par des avocats, par des anciens entrepreneurs ou même entrepreneurs plus expérimentés. Vraiment chercher le plus d'aide possible pour justement prévoir tout ce qui peut nous arriver. Une petite question, tu fabriques une machine, là, une grosse machine, ça rentre pas dans un labo, où c'est que tu arrives à la faire? Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Donc nous, en fait, on est incubé donc dans l'accélérateur de start-up de Air Liquide, donc qui s'appelle Accélère. C'est pas celui à Montpellier. C'est un incubateur très spécifique où là, on a accès à 100 mètres carrés de laboratoire qu'on a pu faire sur mesure. Et donc, on a prévu toute une zone process qui sera capable d'accepter notre prototype de laboratoire qui est très très gros et qui produit beaucoup de monoxyde de carbone. Donc il y a ça aussi, savoir se faire incuber et savoir où se faire incuber, parce que c'est vrai que chaque procédé a des besoins et des obligations différentes, donc il faut y faire très attention. Et c'est peut-être pour conclure, finalement c'est la valeur ajoutée des acteurs qui peuvent vous accompagner, que ce soit Erganeo, que ce soit ici Paris Biotech Santé, l'INSERM Transfert, le CNRS Innovation, l'université aussi Paris Cité, cette capacité où on connaît tout de même très bien notre écosystème, et donc quand vous avez un projet, finalement le plus simple c'est s'adresser à nous, et on va faire en sorte de vous guider au mieux pour passer les différentes phases de ce qu'on appelle la maturité de votre projet. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot, Pascal? Moi je veux bien. Nous aussi on est en levée de fonds. Je me disais bien. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette table ronde et je vais laisser. Merci. Merci beaucoup à vous pour votre participation. Merci.